Alors pourquoi on parle des assureurs? Parce que c'est une semaine à haut risque pour les compagnies d'assurance qui sont mises sous tension depuis le début de la semaine et même avant par le gouvernement qui leur reproche leur manque de solidarité, de ne pas mettre assez d'argent pour aider les entreprises. Dans cette crise sanitaire, on pense évidemment aux hôtels, aux cafés, aux restaurants et au tourisme. Au tourisme, aujourd'hui, il y a ce plan Marshall présenté par le gouvernement, 1,5 milliard, auquel justement les assureurs pourraient contribuer. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point, merci d'être là avec nous. Bruno Le Maire qui dit en gros, oui, les assureurs ont fait une partie du chemin, mais il leur reste une seconde partie de chemin à faire à propos donc des aides que les compagnies d'assurance doivent apporter pour soutenir les entreprises qui sont en grande difficulté. J'évoquais les secteurs les plus sinistrés. Aujourd'hui, on peut dire, au vu des sommes qui ont été annoncées, j'ai vu beaucoup de chiffres, 1,5 milliard ou 3 milliards au total pour toute la profession en termes d'aide. On peut dire que même malgré, si c'est bien 3 milliards, vous me le confirmerez, c'est le service minimum aujourd'hui, vu les chiffres? Alors, c'est difficile de dire ça, c'est-à-dire qu'on comprend très bien les restaurateurs, les hôtels, tous les secteurs qui ont dû fermer pour des raisons administratives pendant le confinement et même au-delà du confinement, qu'ils ont l'impression, s'ils ont souscrit des contrats de perte d'exploitation, qu'il fallait qu'ils aient droit à une indemnisation. Seulement les autorités politiques, les autorités de contrôle sont unanimes pour dire que la plupart des contrats ne prévoient pas de prise en charge en cas dans ce genre de cas exceptionnel de pandémie, sauf quelques contrats. Ah. Sauf quelques contrats, donc ces contrats-là, ils doivent être indemnisés. Donc c'est rentré. Pour le risque pandémie ou du fait de la fermeture administrative obligatoire? En fait, pour chaque contrat, en fait, il y a des clauses différentes et on tourne autour de est-ce qu'il y a vraiment eu fermeture administrative et dans quel cas l'entreprise, s'il y a fermeture administrative, il y a une exception ou pas de prise en charge. Et donc après, on tourne autour de savoir si dans les clauses c'est mentionné explicitement ou pas ces cas de pandémie. Ça dépend vraiment des contrats des assureurs. Et donc c'est extrêmement complexe. Mais c'est le. Non mais attends, je vous coupe, mais là, tout d'un coup, Marc, il y a deux choses. Il y a la solidarité qui est demandée par le ministre. Et là, encore une fois, cette somme de 3 milliards, à vous de me dire si je me trompe ou pas. Et il y a cette idée qu'après, il y a des contrats, et le ministre est en droit d'ailleurs de demander à ce que les assureurs respectent les clauses de perte d'exploitation quand elles existent. C'est pas deux sujets différents? Alors, votre question initiale, c'était est-ce que service minimum. Ils sont le service minimum. Alors, je disais qu'il y avait des contrats à indemniser, et ça, c'est ceux qui sont indemnisables doivent être indemnisés, mais c'est pas la majorité des contrats. Je crois que ça, c'est déjà assez établi. En revanche, après, il y a effectivement l'effort de solidarité que demande le ministre et ce qu'on peut comprendre de ce qu'on nous dit à Bercy, il faut encore que les assureurs communiquent mieux, flécher des fonds vers certains secteurs, mais en tout cas, ce qui a été annoncé n'est pas ridicule. Il faut pas, il y a certaines dans les fonds, dans les 3 milliards, il y a différentes choses, c'est très difficile de les agréger. Il y a des primes que vont verser certains assureurs, même pour des contrats non indemnisables qui sont volontaires, donc pour pouvoir aider ceux qui ont été touchés par une fermeture. Et il y a aussi des engagements à investir l'argent des assurés, de tous les assureurs, dans certains secteurs, sur certaines entreprises. Et là, c'est de l'investissement classique des assureurs. Vous savez que les assureurs investissent l'argent des Français sur la dette publique, mais aussi en partie dans les entreprises. Et donc là, il s'agit de mettre de l'argent spécifique dans les secteurs touchés par la crise du coronavirus, enfin particulièrement touchés par cette crise. Donc 3 milliards, c'est peut-être pas le bout du chemin, mais on commence à être quelque chose de significatif et on comprend que beaucoup de Français soient indignés par le fait que les contrats ne soient pas tous indemnisables. Et d'ailleurs, il y a des actions de justice qui sont menées par des restaurateurs, j'ai vu, hein. Oui, il y a des actions en justice. Enfin, voilà, les choses n'ont pas encore été jugées. Enfin, il n'y a pas encore eu de cas jugés à ma connaissance. Donc, notamment, il y a un restaurateur là dont le jugement référé devrait tomber le 22 mai. Chaque contrat va être examiné, passé à la loupe, et on va vérifier que ces contrats ne donnent pas droit à une indemnisation. Et donc, tous ceux qui auront souscrit au même contrat, si un juge décide qu'il est indemnisable, pourront ensuite se porter devant la justice avec
avec une assurance assez bonne que le contrat est indemnisable, enfin, que le sinistre est indemnisable. Certains disent que Bruno Le Maire et le gouvernement auraient dû décréter l'état de catastrophe sanitaire, c'est ce que nous disait juste avant Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Est-ce que ça réglerait le problème? On entend les assureurs qui disent mais on n'a pas l'argent pour, et puis Philippe Martinez qui dit mais vu les milliards de dividendes versés et de profits, ici ils ont les moyens. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision. D'après ce qu'on comprend des autorités, c'est que de toute façon, il y avait beaucoup de contrats qui ne sont pas indemnisables. Donc, on ne peut pas demander aux assureurs qui ont des contraintes réglementaires, qui participent au système financier qui peut être fragilisé, de payer pour quelque chose qui n'est pas indemnisable et surtout qui n'était pas donc compris dans le prix des primes. Donc, s'ils doivent utiliser tous leurs fonds propres, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est leurs réserves qui pourraient être totalement englouties. En tout cas, c'est on les fragilise, c'est ça. Qui disent, ça pourrait coûter 60 milliards d'euros en tout, et du coup, ça mettrait certains assureurs en faillite. Voilà, ce n'était malheureusement dans beaucoup de cas pas prévu au contrat, pas compris dans le prix des primes. Et évidemment que les assureurs en cas de sinistre peuvent distribuer davantage que le montant des primes récoltées annuellement. Mais quand c'est pas prévu au contrat, ils ne peuvent pas distribuer des sommes qui sont supérieures à leur capacité de payer par pure solidarité. Pour l'avenir, il y a un groupe de travail à Bercy et chez les assureurs qui travaillent sur comment indemniser ce genre d'événements, puisque maintenant on se rend compte qu'ils sont plus plausibles. Ça veut dire une nouvelle police, ça veut dire une nouvelle police d'assurance à payer. Voilà, ça veut dire à quel prix, parce qu'il va falloir que même si c'est un événement qui est assez rare, comme on vient de l'expliquer, c'est un montant qui est des montants qui sont extrêmement élevés puisque tout le monde a besoin de l'indemnisation en même temps. Et donc, la question, c'est de savoir quel genre de produit on peut construire et combien ça va coûter. Parce que le principe d'une assurance, je ne suis pas un expert, mais c'est que tout le monde cotise, mais la sinistralité arrive sur quelques assurés. Alors là, tout le monde pourrait demander… Bon, je comprends. Après, et c'est intéressant parce que je l'ai découvert en vous lisant l'article que vous avez écrit dans Le Point il y a quelques heures, sur l'idée qu'il y a des divergences entre les assureurs. C'est vrai que c'est cette cacophonie qui fait qu'on a du mal à bien suivre entre eux. Vous l'avez dit, Marc, les compagnies d'assurance qui, elles, ont choisi d'indemniser les pertes d'exploitation de leurs clients. Ceux qui font des… Elles n'ont pas choisi. Enfin non, elles honorent le contrat. Elles honorent pas le contrat. Enfin, il y en a certaines qui honorent les contrats, des très rares contrats qui sont indemnisables, mais par exemple, Crédit Mutuel qui ils font un geste commercial. Ils font des primes. Ils font des primes qui est proportionnelle à la perte d'exploitation, mais ils disent bien ce n'est pas une application du contrat. C'est parce que nous, on estime qu'il faut faire un geste de solidarité. Exactement. Avec une prime, j'ai vu de 7 000 € en moyenne qui peut monter jusqu'à 22 000 €. D'accord. Donc il y a l'application des quelques contrats où il y a application de cette clause, enfin de cette possibilité de prise en compte, de prise en charge des pertes d'exploitation. Il y a le Crédit Mutuel et le CIC qui font donc ce geste commercial. Et cette initiative, elle n'a pas été bien vue par les concurrents apparemment, même si d'autres ont suivi, se sont engouffrés dans la brèche. Vous voyez, le Crédit Mutuel, ça a été un des premiers à sortir là-dessus, et effectivement leur communication a laissé entendre qu'il fallait pas bigoter, qu'il fallait indemniser dans cette période, etc. Et ça a mis en rage certains concurrents qui ramaient déjà pour expliquer en quoi c'était compliqué pour eux d'indemniser des contrats qui ne prévoyaient pas d'indemnisation. Et ils étaient déjà sous le feu des critiques, ce qu'on peut comprendre. Donc ils se sont un peu énervés, ils ont saisi la commission de déontologie de la Fédération française des assurances. Ils ont, par certaines voies, ils ont tenté d'en appeler au régulateur des assurances. Et donc, ça a mis ça a déclenché une guerre dans la profession. Certains accusant le Crédit Mutuel, en fait, d'avoir cherché à se couvrir parce qu'ils auraient des contrats qui seraient indemnisables. Le Crédit Mutuel dit mais pas du tout, moi mes contrats ne sont pas indemnisables, j'ai créé une prime parce que je pensais qu'il fallait faire un effort de solidarité. Et voilà, et donc c'est une grosse foire d'empoigne dans laquelle il est très difficile de voir clair. Et donc l'ACPR donc, qui est l'autorité de contrôle prudentiel des assurances, va regarder un petit peu quels sont les contrats de la place et pour mettre un petit peu d'ordre.
On ne peut pas dire individuellement ce contrat est assurable ou pas, c'est au juge et indemnisable ou pas, c'est au juge de décider, mais elle peut dire après revenir vers les assureurs et leur dire je considère que sur ce type de contrat il y a un risque juridique, donc il faut que vous provisionniez et de l'argent parce que ça va vous coûter de l'argent, et donc elle va rendre une décision en juin-juillet. Alors les demandes individuelles de provision à chaque assureur ne seront pas rendues publiques, mais quand même, si la CPR demande à certains assureurs de provisionner, donc ça veut dire qu'ils ont des contrats qui sont indemnisables. Voilà, il faut regarder les clauses d'exception dans leur contrat pour bien vérifier si c'est le cas ou non. Bon, pour boucler le sujet et pour bien rester dans l'actu, il y a ce comité interministériel aujourd'hui qui se tient avec l'annonce d'un plan de soutien. On nous dit plan Marshall, 1,5 milliard d'euros pour le secteur du tourisme, auquel va contribuer justement les assureurs. La question qu'on s'est posée, c'est voilà, est-ce que les assureurs sont à la hauteur dans cette crise? C'est ça le sujet en fait. Bon, c'est difficile à dire, hein. Ils ont mis finalement sous la pression, commencé à il a fallu un peu mettre la pression effectivement pour qu'ils abondent le fonds de solidarité, le fonds de solidarité à destination des indépendants, des professions libérales, etc. Donc ils ont versé 400 millions d'euros. Par comparaison, les régions versent 500 millions d'euros, et puis ils se sont, par divers engagements, entre les primes que certains versent, etc., tous les engagements de la profession, à la fin, ça fait quand même 3 milliards d'euros. Donc on voit que le plan d'aide pour le tourisme, vous disiez 1,5 milliard, plan Marshall. Bon, voilà, les assurances, elles communiquent sur les chiffres de 3 milliards d'euros. Il faudra regarder ce que c'est exactement. Est-ce qu'elles réorientent des fonds qui étaient déjà investis sur d'autres entreprises vers les entreprises des secteurs les plus touchés? Il faudra regarder tout ça en détail. Mais a priori, avec leurs engagements et ce qu'ils pourraient prendre là dans les prochains jours, ils devraient éviter d'avoir une mesure qui serait une mesure de taxation générale du secteur pour les forcer à participer à l'effort national. Ah, le bâton, ça marche toujours. On va voir, avant de se quitter, Marc, la couverture, la couve du Point qui sort aujourd'hui. Mm-hmm. Comment la France s'est relevée? Cette semaine, on a choisi de faire un numéro assez historique pour savoir comment on s'en était sorti dans l'histoire auparavant, parce que par certains aspects, cette pandémie a des similitudes sur le plan économique avec une guerre, et donc savoir comment, par exemple, après les guerres, on rembourse la dette publique, comment on fait pour s'en sortir, est-ce qu'on la rembourse. Donc on a passé au scan plusieurs épisodes historiques après la guerre de 1871, après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Voilà comment la France a fait pour rebondir et s'en sortir après ce genre d'épisode, et tenter de garder son rang dans le concert des nations. À lire cette semaine donc dans le magazine Le Point. Merci beaucoup, Marc Vigneault, journaliste donc à l'hebdomadaire. Merci Marc, bonne journée. Merci David, Salut. Bonne journée.